Mais bonjour et du coup bienvenue à tous à cette table ronde, comme vous pouvez le voir sur la biodynamie, qui s'appelle de la corne au zodiaque, c'est ça? Ok, du coup Annie, pour participer à cette table ronde, nous avons trois experts du domaine de la biodynamie que je vais vous présenter. Non, c'est plutôt un expert de l'astrologie. Je vais vous les présenter donc rapidement. Donc tout d'abord Serge Brett-Morel, qui est un ancien astrologue, hein, tu m'arrêtes si je dis des bêtises. En gros, milieu des années 90 jusqu'à 2010, tu as pratiqué l'astrologie, puis surtout, tu as fait un gros travail de critique de l'astrologie, même au sein, en fait, des fondements, des fondements théoriques de l'astrologie, jusqu'à se rendre compte qu'en fait, il n'y avait plus grand-chose qui tenait, quoi, si je dis pas de bêtises. Hein. Alors c'est beaucoup les fondements théoriques, mais historiques et pratiques. Ouais, voilà. Parce que moi j'étais vraiment dedans, donc je pratiquais et j'avais l'impression de déterminer, de trouver plein d'erreurs possibles dans la pratique. Et les astrologues n'en parlaient pas et je me suis dit chouette, c'est pour ça que l'astrologie n'a pas encore été prouvée, donc je vais déterminer ces erreurs et après on pourra prouver l'astrologie. Ouais, c'est ça. Et du coup, en fait, comme tu avais fait des études en plus en maths, en physique, en philo, en histoire des sciences, en fait, tu avais quand même un gros bagage pour arriver un peu à critiquer en fait, au sein de l'astrologie. Donc, tu es resté là-dedans jusqu'à la fin des années 2010, je dis pas de bêtises. Puis, tu as rencontré le milieu sceptique, début des années 2010. Après, être sorti de l'astrologie, Ouais. c'est-à-dire que ma démarche a échoué, c'est-à-dire que j'ai rien trouvé à conserver pour pouvoir fonder une connaissance. Et j'ai peur que les gens ne nous voient pas là, comme ça. Et donc finalement, j'ai été obligé de laisser tomber mon projet et puis de me dire, la meilleure explication, c'est qu'il n'y a pas d'astrologie, il n'y a pas d'influence, il n'y a rien qui marche derrière. On a plein d'autres moyens d'expliquer les succès de l'astrologie. Ok. Et oui, donc tu vois, donc début des années 2010, tu rencontres la communauté sceptique. En 2016, tu sors donc ton gros livre qui s'appelle La fin des mystères, ça, l'astrologie et la fin des mystères. Et puis depuis, en fait, tu es peut-être le spécialiste de la critique, au moins francophone, mais peut-être même international, de la critique de l'astrologie d'un point de vue sceptique, quoi, on va dire. Voilà, je dis de façon provocante francophone, en espérant qu'un jour, il y en a un qui arrive en disant quoi, mais moi aussi. Pour l'instant, c'est pas le cas. Donc, je suis tout seul, francophone. Anglophone, non, il y en a Okay. deux, trois. D'accord. Et donc, en fait, depuis, tu proposes beaucoup de contenu sur la critique de l'astrologie. Hein, donc, que ce soit des livres. Donc, le dernier que tu as sorti avec Elisabeth Féty, qui s'appelle L'astrologie, ça marche trop. C'est ça, hein? Absolument. Et qui est d'ailleurs disponible à la librairie en bas, je pense. Qui aurait dû. Qui aurait dû. Ouais, tant pis. Voilà. Et voilà, donc on te retrouve aussi sur les internets sous le nom d'Astrocept, surtout. Donc soit sur donc YouTube, les réseaux sociaux de manière générale. Et si je dis pas de bêtises, tu cherches un directeur de thèse pour... Voilà, moi j'ai 10 ans de recherche à faire là-dessus, que ce soit sur le plan historique, pratique, cognitif, etc. La difficulté, c'est de trouver un directeur qui puisse encadrer quelque chose, puisque l'astrologie, c'est transdisciplinaire, entre guillemets, et qu'il faudrait à la fois que je sois historien, sociologue, psychologue, astrologue, vidéaste, journaliste, j'en oublie, ce qui n'est pas possible. Donc, ça fait beaucoup. Donc voilà. Donc là en ce moment, je suis dans un 14e projet de thèse parce qu'on me propose des projets de thèse, mais le sujet et puis mon grand âge font qu'il n'y a pas de financement de toute façon. Donc voilà, donc je continue de chercher si quelqu'un est intéressé, on peut discuter et puis voilà. Okay. Et du coup, toi, tu nous présenteras un petit peu les questions sur les liens entre du coup la biodynamie et l'astrologie. Voilà, je vous parlerai de ça au début de ma petite présentation. Ouais. Ok, d'accord. Donc, je crois que tu passes en 3e de toute façon. À ma gauche, Cyril Gambardi, c'est ça pardon, excuse-moi, mais qu'on connaît plus sur Internet sous le nom de Cyril Dégénère. Alors, pareil, hein, tu m'arrêtes si je dis des bêtises. Donc toi, tu as fait des études en microbiologie et écologie. Ça, pas du tout. Il a fait des études en... Juste en microbiologie. Microbiologie, pardon. Et ensuite, tu as fait une thèse, pareil, en microbiologie, à Marseille, c'est ça? À Marseille, ouais. Et puis, début 2020, je crois, tu commences à t'intéresser à la question de la biodynamie. Ouais, enfin, ça fait depuis le témoignage de Grégoire Perra que je m'y intéresse vraiment. Et c'est que depuis 2020 que je publie des choses sur mon compte Twitter. Voilà. Voilà, ok. Donc oui, peut-être qu'on en reparlera un petit peu après, mais ça fait quelques années qu'en fait ces questions autour de la biodynamie et plus généralement de l'anthroposophie ont été un peu popularisées, notamment par toute l'affaire de Grégoire Perra.
Et voilà, donc toi, tu nous parleras. Donc maintenant, tu es pro. Donc, tu as fait un peu de l'animation scientifique, si je dis Ouais, pas de c'est bêtises. ça. Et maintenant, donc, tu es prof dans Bien un. renseigné, hein. T'as vu ça? Et maintenant, tu es prof dans un lycée agricole, c'est ça? C'est ça. Et du coup, donc, tu t'intéresses vraiment plutôt au côté scientifique en fait, de la biodynamie, enfin, comment on peut le voir d'un prisme scientifique et comment on peut parler, notamment, tu nous parleras des préparations, les fameuses ça, préparations voilà. biodynamiques, et comment on peut critiquer ça avec un œil scientifique. C'est ça. C'est tout bon? C'est tout bon. Et donc, le dernier invité, Jean-Benoît Meilbeck, qui a été, alors si je dis pas de bêtises, graphiste pendant très longtemps de sa vie, et puis a Oui. découvert une passion pour la bande dessinée depuis une petite dizaine d'années, c'est ça? Oui, enfin j'avais la passion avant, je suis devenu graphiste et donc je me suis rendu à ma passion professionnellement il y a 10 ans, mais j'ai toujours Ok. fait de la BD. Ouais. Et donc à la base, donc, tu fais beaucoup des BD surtout, assez engagés hein, dans les sujets que tu traites. Donc au début, il y a eu donc sur la radicalisation islamiste, c'est ça hein, sur le départ. Au début, mes premiers bouquins c'était sur l'immigration, les sans-papiers, les centres de rétention administratifs. Voilà. Ouais. Et après, je fais un bouquin sur la radicalisation en même temps que mes bouquins sur La biodynamie. sur la biodynamie. Voilà. Ouais. Et en fait, donc c'est pour ça qu'il est parmi nous, c'est que tu as fait un gros travail en fait sur la biodynamie, où en gros au début tu as commencé à enquêter en tant que passionné de vin plutôt, et tu disais oh bah biodynamie ça a l'air sympa comme truc et tout, c'est écolo et tout, c'est plus bio que bio, comme on dit. Ouais, c'est ça. Et Ouais. puis en fait tu t'es rendu compte que t'es rentré dans un, dans un truc assez incroyable, et bah, du coup les 3 BD que tu as sortis, les 3 tomes donc, de Cosmo Bacchus, bah, reviennent en fait un peu sur ton aventure en fait de découverte de la biodynamie et en fait de ces mystères. C'est ça, hein? Oui, oui, c'est une enquête effectivement sur 3 ans qui, au début, retrace bien mon parcours et ma découverte un peu de cette agriculture. Moi, ouais, je trouvais ça chouette au début, naturel, et puis avec des valeurs un peu éthiques, et puis tout ça, puis un peu perché, c'est vrai. Mais... Et puis après, j'ai creusé, puis je me suis dit, ah oui, mais justement, je suis tombé sur la grosse étape, ça a été de tomber sur le blog de Grégoire Perra, c'était en 2014-2015. Et là, je me suis dit, ah ouais, il y a quand même un truc très, très, très étrange. Alors, je me suis dit, bizarre ce type, il faut que je vérifie tout ce qu'il a dit. Donc, après, ouais, c'est parti. C'est parti en aventure ouais, pendant 3 ans sur ces questions-là. Ok, et du coup, et d'ailleurs, on peut retrouver tes BD en bas, tu as un petit stand où tu fais des dédicaces. Oui, oui, oui. Alors, c'est un peu pareil. Toutes les intégrales ont été vendues, mais j'en ramènerai demain. Sinon, il y a le tome 1. Ok. Voilà. Ok, bon, ben voilà pour les présentations. Alors en fait, la table ronde va se dérouler de la manière suivante. Donc, vous avez chacun une présentation, comme on l'a dit. Donc c'est toi, Meilbeck, qui commence, puis Cyril et enfin Serge. Et puis à la fin, donc c'est environ 10-15 minutes chacun. Et puis à la fin, il y aura un temps d'échange avec le public. Donc voilà, si vous avez des questions, vous pouvez les noter et ce sera à la fin. Voilà. Et du coup, je laisse la parole à Meilbeck pour nous parler de sa vision de la biodynamie. Voilà, donc écoute, comme on le disait, moi j'ai découvert la biodynamie en faisant un travail sur le vin, donc sans a priori ou avec des a priori plutôt positifs, mais donc en recherchant sur Internet et puis après en faisant des interviews de viticulteurs pendant plusieurs années et de scientifiques et de diverses personnes, donc je me suis rendu compte qu'il y avait quand même des choses étranges. Alors le mieux c'est de revenir un peu sur qu'est-ce que c'est exactement la biodynamie, d'où ça vient. Donc on va passer à la première diapo. Donc le sommaire, on va le passer parce qu'en plus il ne correspond pas trop. Voilà. Donc ça a été la biodynamie, ça vient de Rudolf Steiner, qui était un polygraphe occultiste fin du 19e, début 20e, qui est né en Autriche-Hongrie et qui est né donc en 19, je ne sais plus exactement sa date, il est mort en 26 et peu avant sa mort, 2 ans avant, en 1924, il a donné une série de conférences au château de Koperwitz en Silésie, qui est la Pologne actuelle. Ah oui, 1861-1925, j'ai tout noté, c'est bien. Voilà, donc... alors, Rudolf Steiner ne connaissait rien en fait en agriculture, enfin si, parce qu'il connaissait tout sur tous les sujets en fait. Donc, il n'avait jamais fait d'agriculture, mais forcément, il connaissait tout parce que c'était un clairvoyant. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui était allé par la méditation dans l'akasha, donc qui est un éther supérieur où le destin de la Terre dans le passé et dans le futur est écrit.
Et donc, il a discuté aussi avec des êtres supérieurs spirituels. Donc, il a appris tout ce qui pouvait se passer. Donc, il était apte à donner des conseils aux agriculteurs qui lui ont demandé, donc en 1924, un panel d'agriculteurs anthroposophes, hein, puisque sa doctrine s'appelle l'anthroposophie. Et donc, il était là et il répondait aux questions de ce panel d'agriculteurs sur des questions agricoles. Donc, lui, il donnait son avis et il a donné notamment des recettes. Voilà. Parce qu'en fait, le problème qui se posait pour lui, c'est que après la Première Guerre mondiale, il y a eu... l'agriculture s'est un peu transformée pour abandonner plus ou moins des pratiques paysannes et pour commencer à pratiquer une agriculture, ce qu'on appelle aujourd'hui conventionnelle, donc avec des machines, avec des produits, ce qui ne lui plaisait pas du tout parce que dans l'anthroposophie, tout ce qui est mécanique, machinique et technique est dominé par le démon Ahriman, donc ça rend les gens... méchants, en fait, matérialistes, et à la fin des temps, ils vont se transformer en petits gnomes comme ça qui vivront sous la terre. Mais les bons seront sauvés, et pour être bon, il faut donc avoir une approche spirituelle et sensible du monde. Et pour ça, donc, il y a notamment une agriculture qui est en fait une sorte de magie blanche qui permet de s'opposer aux forces ahrimaniennes, et cette agriculture, c'est la biodynamie. Voilà. Donc, ces conférences, voilà, c'est des considérations générales sur l'agriculture envers le monde suprasensible. On y apprend notamment, un exemple qui me vient à l'esprit, que l'arrière des animaux est déterminé par la lune et l'avant des animaux par le soleil, des choses comme ça. Il explique pourquoi les vaches ont des cornes, ce qui est quand même une question que l'humanité s'est toujours posée. En fait, c'est pour capter les rayons cosmiques. Non, mais c'est vrai, vous rigolez, mais je ne plaisante pas. Voilà. Et au cours de cette discussion, il a notamment donné, comme un être supérieur donne des choses à l'humanité, 8 préparations. Voilà, je pense qu'on peut passer à la diapo suivante. 8 préparations qui ont été nommés par la suite 500, 501, 502, voilà, et qui ont donné naissance à la biodynamie. Donc le nom biodynamie n'a pas été inventé par Rudolf Steiner, c'est Ehrenfried Pfeiffer qui l'a inventé a priori. Donc Pfeiffer était un élève de Steiner et lui était chimiste, donc plutôt un scientifique, mais très influencé par l'anthroposophie. C'était un anthroposophe, hein, donc... forcément, c'était une chimie teintée d'anthroposophie. Et donc, il a été chargé, après la mort notamment de Steiner, de mettre en place l'agriculture anthroposophique qu'il a appelée biodynamie. Et alors, on s'est longtemps posé la question, enfin moi je me suis toujours demandé pourquoi les préparations s'appelaient 500, 501, 502. Alors, j'ai eu 2 explications. Il y a celle qui est notée là, c'est-à-dire que ça serait une concentration en bactéries et en présence de vie par centimètre cube de terre. Donc, ça serait 500 millions de bactéries aérobies par gramme dans la préparation finale. Donc, voilà, pour dire que la biodynamie apporte des forces de vie exceptionnelles à la terre, ce qui est le but, hein, puisque l'agriculture conventionnelle tue la terre, la biodynamie régénère la terre par les forces spirituelles. L'autre explication, qui est un peu fumeuse également, c'est que ça serait des codes pour échapper aux nazis. Mais bon, je vois pas trop. C'est une autre idée qui court parmi les anthroposophes sur l'idée des dénominations 500, 501. J'y crois pas trop, parce que les nazis étaient plutôt férus de biodynamie. Donc, je vois pas pourquoi il y aurait eu des codes secrets pour cacher le nom des préparations. Enfin bon. C'est une autre explication qui est donnée. Alors Pfeiffer, il a notamment, il a fait 2 gros bouquins qui s'appellent Fécondité de la Terre et Visage de la Terre, qui sont réunis dans un gros et qui a un aspect effectivement relativement scientifique. C'est beaucoup de tableaux, de statistiques et tout. Mais quand on lit ça de près, on se rend compte qu'il n'y a pas grand-chose de vraiment scientifique dedans. Il y a quelques considérations ésotériques qui sont un peu planquées dans la masse d'informations
assez peu significatives scientifiquement qu'il donne. Et il a notamment inventé 2 techniques pour mesurer les effets d'un préparat, enfin d'une substance, quoi. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ah, mais c'était bien, non? C'est Harriman, ouais. Ok, non, mais là c'était pas mal, hein, je trouvais. Donc on a la première qui est la cristallisation sensible et la deuxième qui est la morphochromatographie. Alors la cristallisation sensible, donc c'est les 2 techniques de test de substances qu'a inventé Pfeiffer. Alors la première, ça consiste à mettre un produit dans un mélange d'eau et de chlorure de sel, quoi. Qu'est-ce que j'ai écrit? C'est du sel de je sais pas quoi. Enfin, c'est du sel en fait. Hein. Ouais. Donc on mélange la substance qu'on veut tester à cette solution de sel et d'eau. Et quand ça s'évapore, en fait, on regarde les dessins que fait les cristaux de sel en séchant. Donc si ça fait des beaux dessins, c'est que la préparation est bien. Et si ça fait des vilains dessins, ça veut dire que c'est pas bien. Voilà. Donc c'est plus de la mancie que de la science, hein, en fait. C'est-à-dire que c'est du marc de café, ce qui se voit d'autant mieux dans la morphochromatographie, mais qui est moins utilisée. Cristallisation sensible, c'est beaucoup utilisé en fait. Hein. Moi, comme l'a dit Nicolas tout à l'heure, j'étais graphiste avant et je faisais des packaging d'un produit au miel. Et puis, je ne savais pas du tout qui faisait ces trucs-là. Et puis, j'ai eu la surprise qu'on me donne une photo de cristallisation sensible pour montrer que le produit était super bien parce que ça faisait des jolis dessins, quoi. Tu vois. Alors, je me disais, waouh. Et ça, c'était il y a 3-4 ans. Hein. Ça, c'est en fait, on prend du papier, genre des filtres à café, en fait. C'est pour ça que je parlais. Et on mélange la substance qu'on veut tester, voilà, avec des sels chimiques aussi. Et puis on regarde les formes que ça fait au séchage. Voilà. Donc c'est la même chose. C'est du marc de café. Voilà. Ok. Donc voilà, Ehrenfried Pfeiffer. Alors je voulais parler de Maria Thun, mais je pense que Serge en parlera tout à l'heure. Hein, donc je n'en parle pas. Alors la biodynamie, qu'est-ce que ça représente en France et dans le monde? Ça ne représente pas grand-chose en fait. Donc le bio, c'est 9% de la production en France d'agriculture, et la biodynamie, ça serait environ 1%. Hein. Donc la France serait le 3e producteur mondial de choses en biodynamie, donc avec beaucoup de viticulture. Hein. Voilà, je vous laisse regarder les chiffres. En 2020, ouais. Voilà, donc ça ne représente pas énormément de choses. En Suisse, il y en a beaucoup, évidemment. Dans les pays proches de l'Allemagne et tout, il y en a pas mal. Et voilà, ça ne représente pas des chiffres monstrueux en France, en tout cas. Mais c'est très médiatisé. En fait, c'est médiatisé de façon inversement proportionnelle, on va dire, à la présence que ça a. Et c'est aussi une agriculture qui progresse, qui est à la mode, notamment parce que c'est médiatisé. Et donc, ça devient un outil marketing aussi. Et puis, comme c'est bien vu, et ben, ma foi, ça progresse toujours, quoi. C'est comme ça que ça marche. Hein. On va passer à la diapo suivante. Voilà. Donc, dans les médias, c'est relativement présent, comme je disais. Là, j'ai mis la une du Monde de l'été de l'année dernière, hein, qui avait fait un grand dossier sur l'anthroposophie. Qu'ils ont intitulé Steiner, penseur alternatif. Voilà. Donc ça, c'était la une du Monde, hein, du journal de référence. Et chaque semaine, il y avait un papier sur un aspect différent de l'anthroposophie, et il y avait eu donc un papier sur la biodynamie. Donc la fille qui avait fait ça était assez honnête et même plutôt sceptique, mais ça avait été englobé et mis en page de façon à ce que
tous les aspects, et recoupé d'ailleurs, de façon à ce que tous les aspects critiques sur la biodynamie qui avaient été énoncés par les gens interviewés avaient été coupés ou étaient minorés, et notamment par le jeu des surtitres aussi. Et alors que tous les aspects positifs, parce qu'il y en a évidemment, avaient été bien mis en avant. Donc vous voyez, là je m'étais amusé à chercher le mot biodynamie dans les médias. Alors j'étais étonné, l'Express a explosé le score, je ne m'y attendais pas. Ouest France, Le Monde. Le Monde, d'ailleurs, non, c'était pas toi, c'était Natalia qui avait fait tout un historique de tout ce qu'ils avaient dit de bien sur la biodynamie en 20 ans. Là. Et c'était impressionnant, quoi. On voit que dans certains journaux, il y a un lobby qui est très très présent, c'est-à-dire favorable à la biodynamie, quoi. Donc voilà, France TV, Europe 1, LCI, il n'y en a pas beaucoup, mais ça peut aller haut. Bon, alors c'est pas une méthode scientifique, ça, hein, c'est juste pour se donner une idée, quoi. Hein, c'est juste, voilà. Mais enfin, c'est pour dire que, et tous les jours, on trouve alors des papiers favorables à la biodynamie, mais c'est pas forcément visible. Souvent, on parle des vignobles bio et tout, donc on percute pas forcément tout de suite. Mais en fait, si on lit dans le détail, c'est des papiers qui présentent des domaines en biodynamie et qui disent que c'est bien, quoi. Donc on verra après avec Cyril et Serge ce qu'il en est. Voilà. Donc différents. Oui. Oui. Est-ce que les chiffres très importants qu'on a vus tout en haut, ça pourrait être par exemple des publicités? Parce que le mot biodynamie pourrait ressortir dans les publicités, ça expliquerait pourquoi il y en a autant. L'Express, ouais, c'est très étonnant. Ouais. J'avais regardé, j'avais pas trouvé que c'était. J'avais vu que c'était. Je pense qu'il y a un site Express Vin où il parle beaucoup de vin, tu vois. Donc je pense que ça vient de là plutôt. Mais bon, il faudrait regarder dans le détail. Oui, c'est vrai que c'est peut-être pas très significatif vu le chiffre, mais enfin, ça dit quelque chose quand même. Hein. Voilà. Donc, il y a différents organes de la biodynamie. C'est le mouvement de l'agriculture biodynamique qui donne des formations, qui vend des produits, voilà, qui soutient les agriculteurs. Et là, c'est le petit texte que je vous ai mis. C'est le petit texte qu'ils donnent dans leur site de leur présentation, quoi. Hein. Voilà. Donc tu peux passer à la suivante. Bah, ça, c'est le label Déméter. Donc c'est un des labels qui certifie que les produits sont bien en biodynamie. Hein. Donc notamment, bah, Cyril en parlera aussi, je pense. Ça certifie que les préparations ont bien été appliquées aux cultures, notamment. Et puis il y a un cahier des charges, voilà, plus strict que ceux de la biologie au niveau des intrants. Voilà, tu peux passer. Biodivin, c'est un autre label, bon, c'est un peu pixelisé, je suis désolé, un autre label de certification biodynamie, mais spécifique pour le vin. Donc on sait que la biodynamie en France est principalement représentée par des vignobles, hein. Ce qui est un peu ironique d'ailleurs, parce que normalement la biodynamie n'est pas applicable au vin, parce que l'anthroposophie interdit la consommation d'alcool. Alors il faut que je vous explique pourquoi, parce que c'est rigolo. Mais enfin, j'espère que je ne dépasse pas trop. Parce que en fait, c'est à cause du Christ. Mais oui, parce que avant que le Christ arrive, l'être humain n'avait pas de moi ou de jeu, si tu veux, de conscience individuelle très formée. Or, l'alcool est un produit qui permet d'apporter cette conscience individuelle, ce jeu de l'être humain. Mais quand le Christ est arrivé, il a apporté à toute l'humanité en même temps cette conscience individuelle. Donc, depuis l'arrivée du Christ, on n'a plus besoin de boire d'alcool puisque cette molécule nous apporte quelque chose qui est déjà présent en nous par le Christ. Donc, c'est pas bien de remplacer le Christ. Donc, pendant des années, les anthroposophes s'opposaient en fait à la viticulture biodynamique, mais comme ça a bien marché pour des raisons financières et médiatiques, ils ont changé un peu leur fusil d'épaule et maintenant ils sont tout à fait d'accord pour qu'on utilise la biodynamie à l'usage de la vigne. Voilà.
Renaissance des appellations, ça c'est une petite certification toute confidentielle, mais qui est quand même qui a sa petite importance. C'est Nicolas Joly, qui est président de cette certification, qui est un viticulteur en biodynamie très connu sur les coteaux de la Loire. Et donc c'est la biodynamie un peu haut de gamme, quoi. Voilà. Donc ils font très attention, eux, qu'il n'y ait pas de pesticides du tout, et tout ça, ils sélectionnent les viticulteurs. Voilà. Donc, voilà. Alors ça, c'est la section biodynamique du Goetheanum. Donc le Goetheanum, c'est les chefs de l'anthroposophie, c'est le siège plutôt de la Société anthroposophique universelle, qui est située à Bâle, enfin à Dornach en Suisse, à côté de Bâle. Et donc il y a toutes sortes de sections, je crois qu'il y en a 6 ou 7, dont une section agriculture, qui est la section biodynamique, qui est dirigée par Jean-Michel Florin. Voilà. Bon, je vais pas trop parler de l'anthroposophie parce qu'on va s'arrêter là, je pense. Voilà, ça c'est l'approche goethéenne. Donc la biodynamie est basée, selon Steiner, sur les écrits de Goethe. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça aussi une approche goethéenne de l'agriculture. En fait, Steiner s'est occupé des archives de Goethe pendant assez longtemps et a tordu un peu la pensée de Goethe pour la rendre un peu spiritualiste qu'elle n'était pas au départ, quoi. Vas-y. Bon, là c'est pareil, on va passer vite. Ça c'est rigolo. C'est un livre qui est édité par Nicolas Joly et qui présente toutes les citations de Steiner, où il parle des êtres élémentaires qui sont très présents, mais de façon cachée dans la biodynamie, parce qu'on n'en parle pas dans le label Déméter, on en parle assez peu, mais quand on creuse, on tombe dessus. Donc c'est les gnomes, les sylphes, les salamandres, les ondines, qui représentent la terre, l'air, l'eau, le feu, les éléments, et qui représentent aussi les jours racines, jours fleurs, jours feuilles, jours fruits. Donc en fait, on apprend en fait en creusant que la biodynamie, c'est donc de la magie blanche de l'anthroposophie qui permet de lutter contre les forces maléfiques et tout, et qui est aussi qui sont des offrandes faites aux êtres élémentaires, donc aux lutins de la nature. Voilà. Et là, pour finir, mais ça va bien au-delà de ce qu'on voulait dire aujourd'hui, c'est une petite présentation de l'anthroposophie, de la structure anthroposophique, où on trouve la biodynamie quelque part, mais au milieu de toute la nébuleuse. Voilà. On va en parler demain à une table ronde à midi et quart ou 25 au Salon d'honneur, voilà, avec Elisabeth Fétit et Stéphanie Devancé. Voilà, je crois que c'est... Voilà. Ça, on en parlera peut-être, ça sera après pour les questions. Je passe la parole. Bonjour à tous. Bon, avant que ça commence, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, j'ai pas de conflit d'intérêt avec Monsanto, Bayer et compagnie. Faut que je parle plus fort, c'est ça? Voilà. Non, je disais que j'avais pas de conflit d'intérêt avec Monsanto, Bayer et tous les grouillots de la pétrochimie. Donc, Jean-Benoît a présenté tout à l'heure Déméter, Biodivin et la renaissance des appellations. Donc, quand vous voyez ces marques sur une bouteille de vin ou sur un tofu biodynamique et que vous l'achetez, vous financez la Société anthroposophique universelle. Voilà. C'est quand même important de le rappeler et qui est considérée comme une dérive sectaire par la Miviludes et par les associations de lutte contre les dérives sectaires. Donc moi je vais revenir sur le MABD, hein, le mouvement de l'agriculture pour l'agriculture biodynamique. Et moi j'ai voulu m'intéresser à ce que c'était concrètement en fait la biodynamie. Donc pour me renseigner sur ce qu'est la biodynamie, autant aller sur les sites qui la présentent officiellement. Donc le MABD qui nous dit voilà, les pratiques de la biodynamie, qui vendent ça comme plus bio que bio en fait. C'est du bio avec 3 choses différentes, hein, vraiment à part. Donc la ferme, concevoir la ferme comme un organisme autonome hein, qui s'autogère. Donc ça pourquoi pas, c'est vraiment bien. Moi ça me parle. Hein, c'est théoriquement ce qu'on devrait faire si on pouvait sur une exploitation, hein, se servir du fumier des animaux qu'on a pour améliorer notre sol, etc.
Deuxièmement, utiliser des préparations biodynamiques. Et donc là, on nous dit que c'est des préparations à base de plantes médicinales, de bouse de vache et de quartz. Bon, ok, des plantes médicinales, bon, pourquoi pas, hein. De bouse de vache, ça peut faire penser à du fumier, du quartz, à de la silice, bon bah ok. Et puis travailler avec les rythmes cosmiques, bon là il y a un ok, rythme cosmique c'est quoi? Le zodiaque, ça ressemble un peu à de l'astrologie, bon bah pourquoi pas. Ok, bon ça c'est un organe, donc le MABD qui nous dit ça. Et donc on a vu la marque Déméter, donc autant aller voir sur Déméter aussi, tu peux changer. Donc déjà on prend les plantes médicinales. Bon, les plantes médicinales, ok, bon, uniquement, ça me paraît bizarre qu'on utilise des plantes médicinales pour juste en préparation, bon pourquoi pas. On va aller voir sur Déméter, vas-y. On va toujours pas aller voir sur Déméter. On s'intéresse aux plantes médicinales. Alors, les plantes médicinales, bon, on nous dit la chilée millefeuille, bon, elle joue un rôle sur la mobilité du soufre, une préparation d'ortie, une préparation de pissenlit. Donc ça fait penser un peu à de la naturopathie, ça a une aura de bienveillance. C'est encore plus bio que bio. On utilise des plantes pour soigner les plantes, pour soigner les sols. Ouais, ça a l'air vachement bien. Moi, je suis content d'apprendre ça, qu'on a une agriculture plus bio que bio. Bon, ok, allez, continuons. Alors, que nous dit Déméter maintenant? Donc Déméter, ils ont changé leur site récemment parce qu'il était vraiment quasiment strictement identique au MABD. Et donc là maintenant ils nous disent que les préparations biodynamiques sont réalisées à partir de plantes médicinales, de quartz et de bouse de vache, mais que ces ingrédients sont mis à fermenter dans des organes d'animaux pendant plusieurs mois, de la même façon que l'on pourrait préparer des saucisses. Ok, bon... Donc là, il y a... Ok, ça veut dire quoi? On prend des plantes médicinales et on les met dans des intestins. Oh, pourquoi pas, hein, après tout. Et donc, moi, je suis allé dans le cahier des charges de Déméter, hein, ce que tout le monde aurait dû faire avant. Et dans le cahier des charges de Déméter, on trouve un onglet préparation biodynamique. Et préparation biodynamique qui sont obligatoires si on veut avoir la certification Déméter. Donc, tu peux avancer. Donc, c'est ce que je vous montre là. Hein. C'est les pages 132 et 133. Hein. Si vous voulez les voir, c'est sans problème. Et donc, sans ces préparations-là, on n'a pas le droit normalement de vendre de la biodynamie. Hein. Donc, tous les ingrédients biodynamiques, tous les vins biodynamiques, tous les tofu biodynamiques, toutes les tomates biodynamiques ont eu ces préparations pendant leur culture. Ok, donc à pulvériser, donc, on retrouve la bouse de corne, la silice de corne. Les préparations du compost, on a la camomille, l'écorce de chêne, le pissenlit, la chilée, l'ortie, la valériane. Donc là, on nous dit la substance, bon, bah, c'est de la bouse de vache, de la poudre de quartz, ok. Et à côté, on a organe animal, ok, corne de vache, bon, bouse de corne dans corne de vache, ça c'est la plus connue, hein, c'est la bouse de corne. Silice de corne dans corne de vache, la silice de corne. Bon, ça c'est les deux piliers des préparations biodynamiques. Donc ces deux préparations à pulvériser soit sur les parties aériennes de la plante pour la silice de corne, ou alors sur les parties basses des plantes pour la bouse de corne. Et ensuite, les autres préparations biodynamiques. Donc on est parti des plantes médicinales hein, quand même. Donc on nous a présenté ça comme des plantes médicinales qu'on va mettre dans nos champs. Et puis finalement ces plantes médicinales, elles passent soit dans des intestins, soit dans des crânes, soit dans des vessies de cerf. Ok, bon. On est quand même loin de l'aura naturopathique de la biodynamie qu'on voulait bien nous montrer sur le site du MABD qui est toujours tel qu'il est. Hein. Ils n'ont pas encore changé, ils n'ont pas mis que les préparations étaient macérées dans des vessies de cerf, par exemple. Et donc là, je vous propose de vous mettre des images vraiment dégueulasses de ces préparations pour que vous vous rendiez compte quand même de ce que les agriculteurs doivent faire. Donc ça, c'est la préparation 503. Hein. Donc c'est des fleurs qu'on va mettre dans des intestins hein, de bovins. Hein. Voilà. Ensuite, on a la préparation 505. Ça, c'est des écorces de chêne qu'on va introduire dans des crânes d'animaux domestiques. Donc, crânes d'animaux domestiques, c'est pas mentionné si on a le droit d'utiliser notre chat ou notre lapin, mais
Là, en général, ils utilisent soit une vache, soit un cheval, soit un mouton. Enfin, voilà. Donc, on met ces écorces de chêne dedans, on attend quelques temps, on l'enterre hein, dans un endroit un peu humide, et puis on récupère ça et on va mettre à dose homéopathique sur notre compost ces préparations-là pour que ça rayonne des forces astrales et compagnie. Voilà, ça c'est du pissenlit dans un mésentère. Hein. Donc là, il y a la fabrication. Hein. Si vous voulez, c'est vraiment bien détaillé. Hein. Il y a des protocoles vraiment bien détaillés si vous voulez suivre ce genre de préparation. Donc là, c'est une vessie de cerf qu'on va exposer aux forces de l'été. Hein. Donc on l'a fait sécher. Et Jean-Benoît a déjà vu ça en vrai quand il est allé visiter le Goetheanum. Donc c'est vrai, hein, c'est pas des bêtises. Voilà. Donc ça, c'était les préparations biodynamiques qui sont obligatoires. Donc pour tout, je le redis, hein, mais pour tout vin biodynamique, normalement, il y a eu ces préparations derrière. Et toutes. C'est pas on choisit une préparation, on les utilise toutes parce qu'elles sont obligatoires. Et Steiner, dans son cours aux agriculteurs, il montre aussi, il présente des solutions pour lutter contre les ravageurs. Donc, vu qu'il savait tout sur tout, pour lutter contre les mulots, par exemple, parce que les mulots, c'est une vraie catastrophe. Hein. Voilà une image de mulot. Voilà, on va être dans le pathos un peu. Il est joli, le mulot. Hein. Donc, pour lutter contre les mulots, Steiner, il préconise de le récupérer quand Vénus est dans la constellation du Scorpion et de l'écorcher et puis de le brûler. Et ensuite, il récupère les cendres. Tu peux passer. Hein. Récupère les cendres et ces cendres-là, ça fait un espèce de poivre. Et ensuite, il va épandre ça sur les champs et ce poivre-là, ça va éloigner les mulots. Ça va leur donner une force négative. Ça va s'opposer à l'âme groupe des mulots. Voilà, donc ça, c'est le vrai texte qu'il y a dans le cours aux agriculteurs. Hein. Voilà, il ne faut pas me croire sur parole, il faut aller le lire. C'est vraiment très intéressant. Et ça fait perdre des points de santé mentale aussi. Donc voilà, donc ça, c'est pas obligatoire hein, quand on est en biodynamie. Donc c'est pas obligatoire, c'est conseillé, mais c'est pas obligatoire. Et donc dans le cahier des charges de Déméter, ne sont pas fait mention d'un protocole pour faire des poivres, mais il est mentionné qu'on peut utiliser des poivres sans autre explication derrière. Donc en général, quand on est dans une certification Déméter, c'est qu'on a souvent on a lu Steiner et donc on sait qu'on peut utiliser le poivre de mulot ou le poivre de limace, d'escargot, de cochenille. Enfin, le poivre, on peut le faire pour tout. Hein. Pas encore pour les hommes. Mais donc ça, c'était bon voilà, c'est quoi la biodynamie exactement? C'est quoi ça? C'est de la différence avec une agriculture simplement biologique. Bon, il y a les préparations biodynamiques. Donc moi, je me suis intéressé quand même à ce que la science en disait de cette biodynamie. Parce que, bon, il y a des agriculteurs, c'est parti de Steiner et de ces délires un peu loufoques. Mais pourquoi pas, hein, il y a des délires loufoques qui pourraient marcher. Hein. Et donc, qu'est-ce qu'en dit la science? Donc la science, donc là c'est une revue de 2013, donc elle date un peu maintenant, mais c'est un peu une référence donc de Linda Schalker-Scott qui dit que tu peux passer, hein, qui dit qu'il n'y a pas de différence. Donc Linda Schalker-Scott, elle a fait une revue de la littérature de tout ce qui existait sur la biodynamie. Sur des recherches en biodynamie en tout cas, et donc elle montre que dans toutes les études qu'elle a lues, il n'y a pas de différence vraiment significative entre l'agriculture simplement biologique et l'agriculture biodynamique. Donc sur les rendements de la vigne, du blé, du riz, de la lentille, de la laitue et des poivrons, il n'y a pas de différence. Bon, ok. Donc là, il y a une autre revue qui montre à peu près la même chose, mais sur le vin, tu peux passer. Donc voilà, que là, il n'y a pas de différence entre le bio et la biodynamie sur tout ce qui est faune du sol et qualité gustative du vin. C'est exactement la même chose qu'un vin biodynamique, qu'un vin biologique, pardon.
Quel lapsus. Et donc là, ça, c'est important de vous en parler maintenant. C'est une méta-analyse de 2021 qui est française. Et donc c'est Lionel Rangeard qui mène ça et qui fait une méta-analyse sur la faune du sol et qui montre qu'il y aurait une différence entre la biodynamie et l'agriculture biologique sur notamment l'abondance des micro-organismes. Il y en aurait plus en biodynamie qu'en biologique. Voilà, et ça, c'est une étude sur laquelle vont se reposer tous les anthroposophes, notamment connus sur les réseaux sociaux, pour dire que la biodynamie, c'est bien mieux que l'agriculture biologique. Voilà, je pense que c'était important que je vous présente ça. Ça n'enlève rien au fait que toutes les autres études montrent le contraire. C'est quand même un résultat qui est hyper intéressant. Et on pourra se demander tout à l'heure pourquoi il pourrait y avoir une différence entre ces deux types d'agriculture. Voilà, donc ça c'était l'aspect vraiment scientifique. Ensuite, il faut savoir que quand on s'y connaît pas beaucoup en sciences, il y a des revues qui passent pour scientifiques et qui sont pas super bien menées. Comme ce qu'on voit là à côté, là, c'est une étude qui montrerait que danser devant des pommes changerait leur goût. Voilà, donc ça, c'est passé dans une revue scientifique. Hein. Et donc là, la dame qu'on voit là est en train de traiter un pommier pour justement améliorer le goût des pommes. Donc là, elle est en train de faire un U. Voilà. Donc il y a un protocole précis, hein. C'est la danse anthroposophique en fait qu'elle est en train de faire, qu'on appelle l'eurythmie. Et selon un schéma de danse hyper précis, hyper cadré, ça changerait le goût des pommes. Donc je vous invite à faire ça chez vous. Hein. Revers en arrière juste. Et ensuite on a d'autres études qui sont publiées par des chercheurs dans des vrais instituts et la méthodologie, les écarts types, enfin il n'y a rien qui va. Mais méthodologiquement c'est très pauvre et souvent c'est piloté par le Goetheanum. Donc c'est financé par la Société anthroposophique. Et à savoir aussi qu'il y a deux journaux qui publient des études en biodynamie, des vraies études avec la cristallisation sensible dont parlait Jean-Benoît tout à l'heure, et qui font des appels à publication sur typiquement la biodynamie, mais non critiques, donc, qui vont dans le sens de la biodynamie plutôt. C'est relu par les pairs, c'est pas des revues prédatrices ni rien, c'est censé être des vrais journaux. Bon, on en rediscutera si vous voulez après. Tu peux faire. Donc voilà, donc ça c'était pour les préparations biodynamiques. Donc là, on voit que vraiment l'agriculture biodynamique c'est du bio quoi. Hein. Il n'y a pas de différence. Donc si c'est du bio, autant laisser les préparations de côté. Si on peut s'en passer, c'est encore mieux parce qu'il faut savoir que le MABD il vend aussi des préparations biodynamiques toutes faites. Moi, les agriculteurs n'ont pas à le faire. Donc, par exemple, pour la bouse de corne, si vous voulez acheter de la bouse de corne déjà macérée dans de la corne, hein, c'est 120 € le kilo, du coup, de merde. Hein. Pas d'autre. Voilà. Et donc voilà, ça fait aussi une manne financière non négligeable. Et donc la troisième spécificité, c'est le travail avec les rythmes cosmiques. Ça aussi, c'est pas obligatoire, hein, comme les poivres. C'est conseillé, mais c'est pas obligatoire de travailler avec les cycles cosmiques, le zodiaque, la Lune. Et avant de laisser parler Serge, si vous pensiez que la Lune avait une influence sur la pousse des plantes, bah, c'est pas le cas. Voilà. Je suis désolé hein, de vous dire ça comme ça. Il fallait être un peu sec. Alors, tu peux passer. Donc, il y a des études hein, qui ont regardé si la Lune pouvait avoir une influence sur la pousse des plantes. Et
Et non, s'il y a un effet, il passe après tous les effets agronomiques habituels. Voilà. Et juste pour finir là, je suis en train de lancer une expérience sur une expérience participative sur Twitter avec plusieurs personnes pour voir si la Lune, en fonction des jours auxquels on plante des lentilles, aurait une influence sur la taille des racines ou la taille du plant de lentilles. Donc, je vais relancer une série sûrement dans les mois qui viennent. Donc, si vous voulez y participer, c'est avec plaisir. C'est bon pour moi. Ça s'appelle hashtag on teste la Lune. Voilà. Merci. Celui-là, regarde. Pourtant, t'es pas si vieux, hein, ce bouton-là. Je te reprends le comme ça. Merci. Bien. Donc je vais essayer d'être court. Donc en fait, c'est quand je fais un silence que tu passes, c'est ça? On l'a pas travaillé. Hein. Alors, donc pour aller très vite, en fait, la biodynamie et moi, je ne connais absolument rien à la biodynamie. C'est pour ça que je n'aurais pas la prétention de me prononcer du tout sur la biodynamie en tant que telle. Par contre, il y a longtemps que je sais que ça se réfère aux planètes, aux constellations. Alors, on parle d'astrologie aussi. Donc j'avais acheté ce livre qui était présenté comme un livre de référence. Je l'avais chez moi. J'attendais l'occasion pour aller vraiment jeter un coup d'œil. Et puis j'ai vu passer cette table ronde qui allait se produire ici. Et je me suis dit que c'était un peu l'occasion. Donc je suis allé voir ce qu'il y avait dans ce livre. Donc il y aurait beaucoup de choses à dire, mais bon, il faut qu'on fasse court, donc seulement 10 minutes. Alors, le plan astronomique. Donc j'ai divisé la présentation en deux parties. Et pour ce qui est du plan astronomique, en fait, moi quand j'ai commencé à ouvrir ce livre, à rentrer dedans, je suis tombé sur un discours très très technique. Et en fait, c'est comme en astrologie. C'est-à-dire qu'il y a des tas de paramètres différents, de configurations différentes, de planètes différentes, de constellations, de signes, enfin il y a tout ça à la fois. Et donc en astrologie, moi ça j'ai l'habitude de me confronter à ça, et je sais un petit peu défaire les choses. Et puis j'ai trouvé, donc je vais vous montrer pourquoi, une représentation plutôt romantique du ciel. Quand on compare au ciel réel, c'est pas tout à fait la même chose. Donc d'abord hyper technique. Alors, le livre est très clair, donc ils font bien la différence entre les signes et les constellations. Donc on est vraiment dans une approche astrologique. Et en fait, l'essentiel va consister à étudier surtout les passages des astres dans les constellations, c'est-à-dire normalement le ciel réel. C'est l'ouverture du livre qui commence là, donc on voit bien au milieu les 12 signes du zodiaque et puis autour les constellations qui correspondent, qui ne sont pas de même étendue. Donc jusque-là, effectivement, ça a l'air assez sérieux. On peut peut-être tout de suite voir qu'il n'y a que 12 constellations. Donc on va en reparler un peu plus tard. Et puis donc il faut tenir compte des mouvements des planètes dans l'année. Vas-y. Et pour ça, donc, on nous donne notamment un très joli schéma, très compliqué. Il est à la fois beau et compliqué, qui représente les mouvements des planètes pendant une année dans le système solaire et vu de la Terre, donc devant les constellations. On a les signes et les constellations qui sont là. Pour vous donner juste un exemple, le grand arc violet, donc c'est la planète Mars, qui cette année-là, donc ça doit commencer là-haut, et en fait on voit qu'elle avance, elle avance, elle recule, elle repart, donc elle fait une rétrogradation. Puis comme elle fait un tour du Soleil en 2 ans, donc en une année, vous voyez, elle en fait que la moitié.
Et en fait, on a les différentes planètes en dessous. Et puis, pour les plus grosses, comme elles sont beaucoup plus lentes, là, on a Jupiter, par exemple, on a Saturne, enfin bon, on a tout ça. Et donc, le livre remercie chaleureusement l'Institut de recherche sur les fluides, parce que c'est un institut de recherche qui publie ce graphique. Donc, voilà, ça fait très sérieux. Donc on va apprendre dans le livre que les semis doivent être faits selon les constellations, c'est-à-dire quand la Lune est dans une constellation ou une planète est dans cette constellation, plutôt certaines que d'autres. Enfin, c'est vraiment, il y a des listes très très précises. On va utiliser les angles astrologiques aussi dans le zodiaque, les trigones, les sextiles, donc c'est des angles de 60, 90, 120 si on prend tous les angles. Et puis, ça va très loin puisqu'on utilise les nœuds lunaires, puisque la Lune a beaucoup d'importance. Et les nœuds lunaires, en fait, c'est le comment dire, la Terre tourne autour du Soleil dans un plan qu'on appelle le plan écliptique, et la Lune tourne autour de la Terre dans un autre plan. Ce qui fait que ces deux plans, il y a une intersection qui est une droite, et là où passe la Lune, on va appeler ça, quand elle passe dans les deux plans finalement, enfin, elle est forcément dans le sien, mais quand elle passe dans le plan de la Terre, elle traverse ce qu'on appelle le nœud lunaire. Et donc ça arrive des deux côtés deux fois dans le mois. Et donc ces nœuds sont très importants. Et en fait, on va étendre ça à toutes les planètes. Puisque c'est pareil, chaque planète a son plan d'orbite autour du Soleil. Et donc quand elle passe dans le plan de la Terre, en fait, on appelle ça un nœud aussi, le nœud de Saturne, le nœud de Vénus, etc. Et donc, étant donné qu'on a des éclipses, notamment de Lune, quand on est sur Terre, c'est au moment où la Lune est pile en opposition au Soleil, pile alignée avec la Terre, on a aussi des éclipses de planètes. Donc elles peuvent se trouver derrière la Terre, manifestement. Et donc on a des éclipses de Mars, de Jupiter, de Saturne. Alors ça pose un problème quand même, c'est qu'autant l'ombre de la Terre sur la Lune, on peut voir ce que c'est, mais à des distances telles qu'on a Saturne, par exemple, on ne voit pas très bien. Est-ce que tu peux mettre celle d'après? Voilà. Par exemple, ça c'est la Terre vue depuis Mars, quand elle passe devant le Soleil. Et donc on voit que ça fait vraiment un tout petit point. Donc on ne peut pas envisager une éclipse. Et quand on voit la Terre depuis Jupiter ou Saturne, ou même encore plus loin, puisque dans ce livre on va utiliser aussi les planètes lointaines, franchement, je ne vois pas comment on peut parler d'éclipse. Mais en tout cas, on va en tenir compte. Et il semble que ça marche, il y a des effets sur les plantes. Donc vas-y. Alors comme c'est... Je vous dis hyper technique, il y a énormément de classements différents, et donc on croise entre les plantes et puis les constellations, qui ne sont donc pas les signes. Et en fait, selon si vous voulez planter des plantes à feuilles, à racines, à fleurs, etc., il va falloir plutôt privilégier certaines constellations, et ça peut se jouer à l'heure près, puisque la Lune, quand elle va changer de constellation, ça va quand même assez vite. Et donc on a plein d'autres associations qui nous sont proposées. Donc ça a l'air très très précis. Donc on imagine le travail pour établir toutes ces correspondances et puis pour les tester. Et moi, quand je vois ça, je les trouve même plus astrologues que les astrologues, parce que je n'ai jamais vu des astrologues faire ça, par exemple. Donc c'est aussi intéressant pour moi. Alors, quand je dis que le ciel que j'ai vu dans ce livre est plutôt romantique, donc on nous prévient, il semble donc bien qu'il règne là-haut une ordonnance parfaite. C'est-à-dire que les astres ne sont pas là pour rien, ils ont un rôle à jouer, et donc en fait la biodynamie ne fait que essayer de déterminer quel est ce rôle et de l'utiliser. Donc pour moi, je retrouve des choses de l'astrologie un peu prisonnier de certaines barrières que j'appelle métaphysiques, c'est-à-dire qu'il y a un peu l'idée d'une perfection divine. Et comme je dis, tout doit avoir un sens. Ça, on sent bien l'importance de l'homme au centre de tout ça. Ce qui fait qu'on va essayer de rendre tout systématique. Il faut que n'importe quelle configuration ait un sens, qu'on puisse l'appliquer vis-à-vis des plantes et tout ça. Ah, il n'est plus là. Et donc c'est Steiner qui a dit qu'il y avait des forces qui étaient issues de toutes les planètes. Et en fait, il semble que Steiner, lui, arrête le système solaire en gros à Saturne. Il ne tient pas compte des planètes au-delà. Alors que dans ce livre, on a intégré Uranus, Neptune et Pluton. Donc tant pis vis-à-vis de Steiner. Et donc on a le Pluton qui envoie des forces qu'il faut récupérer. Et donc ça, c'est très très surprenant quand on connaît le petit caillou qui est au fin fond qui était au fin fond du système solaire. Maintenant, le système solaire, on le connaît de mieux en mieux et beaucoup plus loin. Et puis, il y a une nouvelle planète que je ne connaissais pas, qui s'appelle Ringal.
au Ringgal, je ne sais pas comment ça se prononce. Et donc, ils ont vu que, il y a certains moments, il se passait des choses, et si on envisage un astre particulier, on peut rendre compte de ce qu'on trouve dans les champs. Bon, je vais me dépêcher encore plus, alors vas-y. Donc en fait, quand on nous présente les choses, c'est un peu comme si le système solaire était vide. Il y a juste quelques planètes dans le système solaire, donc on peut leur donner du sens. Aujourd'hui, on connaît les milliards et les milliards de corps qu'il y a dans le système solaire, et puis il y a bien plus de petites planètes, genre Pluton, qu'on ne le pensait. Et donc le succès de leur démarche, c'est de montrer que tout vraiment fonctionne et que ça marche. Alors vas-y. Donc continue. En fait, les constellations devant lesquelles placent les planètes, donc on nous les liste, c'est les 12 qui ont le même nom que les signes du zodiaque. Le problème, quand on connaît un peu les choses, on voit on sait que la Lune ne passe devant la constellation d'Orion, par exemple. Vas-y. Elle passe devant la nouvelle constellation du Sextant. La constellation de la Baleine aussi, on a les planètes, la Lune qui la traverse. Et puis le fameux Serpentaire, qui se trouve juste à côté, vers le Scorpion et le Sagittaire. Et donc, ces constellations n'apparaissent pas dans le livre. Alors, je ne sais pas ce qui se passe dans ces cas-là. Quand la planète passe dans les autres constellations, que se passe-t-il ? C'est pas invoqué. Vas-y. Donc, la question du Serpentaire. Alors, on va passer, puisqu'on n'a pas le temps. Voilà, on retrouve le même schéma, mais je l'ai retrouvé de 2021, celui-ci. Et là, on a le Serpentaire qui apparaît. Alors je ne sais pas s'il y avait que des approximations dans le livre précédent, mais pourtant tout avait l'air de très très bien marcher, donc c'est un petit peu bizarre. Et puis quand on recherche l'Institut de recherche sur les fluides, on se rend compte que ce n'est pas un institut public, c'est un institut privé, donc je ne sais plus si c'est chez Déméter ou si c'est la Société anthroposophique qui dirige ça. Donc finalement, ce n'est pas vraiment une bonne autorité. Ensuite, si on continue, donc les textes sont tellement précis que ça en devient plus que louche. Donc par exemple, la planète Ringgal, là, tournerait autour du Soleil en 333 ans. Vas-y. L'astrologie, il y a longtemps qu'elle a envisagé de nouvelles planètes. En fait, quand on compare les planètes imaginées par certaines astrologies, mais celles qu'on a découvertes, elles ne sont jamais au même endroit. Et Ringgal, c'est un endroit où il n'y a pas de corps un peu plus gros que les autres. Donc si ce qu'on a dans le livre que j'ai examiné marche, en tout cas, ce n'est pas parce qu'il y a une planète. Ou alors c'est que les effets n'existent pas vraiment en fait. Vas-y, continue. Donc en fait, ça marche même trop bien pour être vrai. Et quand on a un système qui est très très complexe, ça pose la question de la méthode. Alors, on va aller très vite à la dernière partie. Et donc, on invoque beaucoup le côté expérimental dans le livre et on nous donne des preuves. Alors, j'en ai listé quelques-unes. Je vais passer sur celle-ci. Là, par exemple, on nous a montré que sur les plages, en fait, selon le passage de la Lune dans telle ou telle constellation, eh bien, le sable prend des formes différentes. Alors, moi, je dis pourquoi pas, mais ce qui est gênant, c'est qu'on nous donne 4 exemples, alors que, par exemple, moi, j'aurais bien voulu que pour la constellation du Lion, comme la Lune, en gros, passe 12 fois devant dans l'année, on nous donne 12 photos. Et puis comme ça, on aurait bien vu. Alors que là, on a juste un exemple. Alors on ne sait pas comment ça a été déterminé. Ensuite, on nous dit qu'on a étudié le comportement des abeilles pendant 2 ans. Et donc ça marche bien aussi avec elles dépendent vraiment des positions des planètes. Par exemple, ils trouvent un lien avec le passage de Vénus dans le Gémeaux. Mais en 2 ans, Vénus est passée 2 fois. Comment on peut généraliser à une loi sur 2 exemples ? Le meilleur, c'est qu'en 86, je crois, il y a la comète de Halley qui est passée. Et donc, ils ont bien suivi son déplacement. Et à un moment, elle faisait certains angles astrologiques. Et donc, ça correspondait à plein de choses qui se passaient aussi sur la Terre. Et donc, ils ont généralisé à partir d'un exemple. Donc, c'est très, très étrange. Et donc, pour quasiment finir, je crois, j'ai l'impression qu'il me manque quelque chose, mais bon, c'est à peu près ça. Donc vas-y. Donc un peu comme avec l'astrologie, en fait, on a un ciel qui est vraiment géométrisé, avec des angles, avec des constellations finalement qui ne correspondent pas tout à fait à celles qu'on observe réellement dans le ciel. Pourtant, ça marche vraiment très très bien, même quand la constellation est oubliée, manifestement. On a une complexité qui est tellement grande qu'on se demande vraiment comment c'est maîtrisé. Et puis les quelques exemples qu'on a de
d'expérimentation. Enfin, il y en a plein. Moi, il y a ceux-là qui m'ont sauté aux yeux. Alors, je ne peux pas dire que les autres sont mauvais, mais ça me pose question sur le sérieux de la méthode, puisque donc c'est tellement rapide. Et puis surtout, comme il n'y a pas de mécanisme vraiment qui est affirmé, plutôt on affirme qu'il y a des forces, mais on ne peut pas les définir. Donc c'est comme en astrologie, quand on dit « Ah oui, c'est le trigone de telle planète avec telle autre qui est en action », comment on peut le savoir ? Techniquement, ça pourrait même être d'autres planètes qui sont aussi à ce moment-là en action. On ne sait pas. Donc c'est parce qu'on pense que c'est ça, et en fait, il y a beaucoup d'affirmations finalement qui sont plus gratuites qu'autre chose. Et en gros, vu les méthodes, les erreurs que j'ai vues, c'est tellement précis, ça marche vraiment trop bien, que franchement, ça me fait penser à l'astrologie, qui a les mêmes prétentions, mais quand on rentre dans le détail des méthodes, en fait, il n'y a pas vraiment de méthode. Donc voilà, j'avoue, j'ai été un petit peu déçu par ce que j'ai trouvé dans ce livre. Donc merci.